Ok, bonjour Léna et merci beaucoup d'avoir accepté effectivement de participer à nos travaux. Donc ça a été un peu compliqué pour organiser les choses, mais on a fini par trouver un créneau. Et donc tu es secrétaire national des étudiants communistes. Et donc tu vas nous parler un petit peu de l'enseignement supérieur pour tous et toutes, parce que c'est aussi une des questions qui a été évoquée tout à l'heure, un enjeu démocratique et d'émancipation. Donc, ce que je te propose, c'est de faire ton exposé, et puis ensuite, je passerai la parole à Renaud, qui te posera un certain nombre de questions. Pour présenter Renaud, il est professeur à l'Université de Bordeaux. Ça a été un collègue, nous avons été élus ensemble et administrateur de l'université, et il est aussi syndicaliste à la FSU. Donc, il a plusieurs casquettes et il pourra évidemment te cuisiner avec d'autant plus d'efficacité. Je dis cuisiner avec amitié, t'inquiète pas. Donc, Léna, à toi. Je vais avoir l'impression de repasser ma soutenance de master. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite traversée de l'enseignement supérieur et la recherche pour toutes et tous. Je vous propose qu'on commence par un petit historique de l'université et de ce elle a pu traverser de l'enseignement supérieur et la recherche, que ensuite on enchaîne sur un peu un constat de le rôle que le capitalisme veut instituer, donner à l'université et qu'on finisse un peu par des perspectives et un projet pour nous, ce qu'on veut pour l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, c'est parti. Euh, L'université et l'enseignement supérieur, depuis sa création, a subi de multiples transformations. Elle s'est modelée au cours du temps. Et si on a une forme d'université, d'enseignement supérieur qui existe depuis le Moyen Âge, celle qu'on connaît aujourd'hui a vu plutôt le jour à la fin des années 1800. Et depuis, on observe une réelle tension permanente entre démocratisation et sélection sociale. On y reviendra un peu plus tard. On estime que c'est plutôt au cours du XXe siècle qu'on observe une démocratisation de l'accès au premier et second cycle qui, de fait, augmente les effectifs dans l'enseignement supérieur et qui était jusque-là plutôt réservé aux enfants de la classe bourgeoise. Et à l'image de l'allongement de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, cette massification était aussi liée à une volonté d'ouvrir l'accès au savoir et de rallonger le temps d'études pour les populations. Cette ouverture de l'enseignement supérieur aux masses a permis un élément national du niveau de connaissance qui était nécessaire à une période où les populations faisaient face à une transformation sociale, mais aussi des crises économiques et technologiques. Cette massification, je ne pense pas qu'on puisse la qualifier d'homogène, puisque on observerait environ trois phases de celle-ci. La première qui serait plutôt durant les Trente Glorieuses, où on estime une ouverture, certes, mais qui reste minoritaire, où on a plutôt une augmentation du foncier et du nombre d'établissements sur le territoire. En parallèle de ça, on voit se créer aussi les IUT, qui devait répondre à un objectif de professionnalisation rapide des étudiantes et des étudiants venant plutôt des filières professionnelles. Ensuite, on a une seconde phase qui est entre les années 80 et 90 avec une augmentation des effectifs plutôt liée aux transformations du premier et second degré avec une volonté politique d'ouverture et donc de développement des universités en dehors de l'Île-de-France et une diversification de l'offre de formation. Et c'est dans ces années-là que se créent aussi en parallèle les licences professionnelles. La dernière phase, elle se situerait plutôt au début des années 2000, et c'est à ce moment-là en fait qu'on observe le début des réformes de mise en concurrence et de création de grands pôles universitaires, la période qu'on connaît plutôt aujourd'hui. Voilà pour cette petite traversée un peu historique que j'ai essayé de faire courte, puisque je ne savais pas exactement
enfin les connaissances de chacune et chacun. Je vous propose qu'on passe du coup dans une seconde partie plutôt d'analyse de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et du rôle un peu que le capitalisme voudrait donner à l'université. Dans notre société, l'université et l'enseignement supérieur sont les portes utilisées par des millions de jeunes pour accéder ensuite à l'emploi. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes, il me semble qu'on est autour de 3 millions de jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur. Et donc, les transformations de ces dernières années ont permis au système capitaliste de se mettre au cœur de cette plaque tournante de l'orientation. Et les intérêts de ce système et donc des entreprises sont intrinsèquement liés au fonctionnement et au rôle de l'université. Je vous propose qu'on fasse une première partie sur un peu une université influencée par les intérêts du secteur privé, puisque depuis la loi LRU de 2007, l'université peut faire appel à des financements privés, et cette ouverture a fait entrer au sein des services publics de l'enseignement supérieur les grandes entreprises, et en 2018, on observait que 20% des financements de l'université provenaient de sources privées. Alors, ces entreprises ne sont pas forcément présentes dans les conseils d'administration. Néanmoins, on peut estimer que leurs intérêts pèsent fortement dans les décisions des directeurs et directrices par peur de perdre forcément leur financement à l'heure où certaines facultés observent de grandes difficultés à avoir des budgets à hauteur de leurs besoins. Et dans cette même veine, les intérêts du capitalisme, du libéralisme se sont intégrés aux missions aussi de l'ESR, puisque depuis le processus de Bologne qui a démarré en 1999, l'université a subi d'énormes changements. Ce processus qui consistait dans un premier temps à la mise en place d'un système européen de l'enseignement supérieur, puis dans un second temps qui visait à garantir une politique d'assurance qualité, tant des établissements que des formations. Ce processus, il a ancré définitivement l'université dans des mécanismes libéraux et des rapports de marché plutôt que dans des démarches de service public. Et on observe dans le même temps une compétentiarisation de l'université et une mise en concurrence généralisée. Et c'est aussi avec ce processus qu'on constate une casse violente du cadrage national des diplômes, notamment avec la création des ECTS, les crédits de formation, qui ont aussi ancré la compétentiarisation dont je parlais juste avant. Donc, à partir de ce moment-là, les étudiants et étudiantes n'acquièrent plus des connaissances, mais des compétences liées aux pratiques d'entreprise. Et on voit se développer d'ailleurs de plus en plus de masterclass avec des professionnels qui viennent directement former les étudiants et les étudiantes à leurs pratiques d'entreprise. Donc, ça rend les enseignements dispensés à l'université directement adaptables au monde du travail et au secteur privé. Et ces crédits de compétences mettent les étudiants et les étudiantes aussi dans une compétitivité à l'échelle internationale, puisque ce sont des crédits européens. Et on ne prépare plus les étudiants et les étudiantes à être des travailleurs, des travailleuses, des citoyens avec des connaissances. On ne prépare plus à un métier, mais à être disponibles et formés en fonction des besoins des entreprises et du capitalisme mondialisé. Et on forme à un poste directement. Au-delà de ça, on a aussi une professionnalisation de plus en plus tôt pour servir les intérêts du marché, puisqu'on observe depuis quand même quelques années une augmentation très forte de la part d'une part des étudiants et des étudiantes qui sont en entreprise, y compris au sein de l'université. Et cette augmentation, elle est souvent pointée comme salutaire car elle permettrait de former concrètement les jeunes au milieu professionnel et de leur assurer aussi une source de revenus durant leurs études. Donc, elle est souvent vue comme positive. En réalité, il faut arriver à prendre du recul sur ça, puisque ce recours à l'apprentissage répond d'abord aux besoins des entreprises d'avoir de la main-d'œuvre à bas coût et formée rapidement aux pratiques d'entreprise, une main-d'œuvre disponible et malléable, à l'image aussi du bac pro et de la réforme qu'on subit actuellement. Et cette réalité, elle a un coût, et ce sont les étudiants et les étudiantes
et par extension la société, qui le paye. Puisque, d'une part, le recours important à l'apprentissage ferme à des poursuites d'études à la suite d'un master professionnel, par exemple. Pourtant, nous aurions besoin que plus d'étudiantes et d'étudiants s'orientent vers des doctorats afin de mener des recherches scientifiques plus poussées et utiles à l'ensemble de la société. Et d'autre part, le suivi parfois assez, pas, pas assez important et assez hasardeux des apprentis crée de réelles insécurités et difficultés dans le suivi des études, l'employeur demandant une implication très forte des jeunes sous prétexte d'une potentielle embauche en CDI ou même du contrat en apprentissage. Les études et l'apprentissage de connaissances passent souvent au second plan et les étudiants et les étudiantes peuvent parfois être dépassés entre l'apprentissage, les cours, parfois les mémoires qui sont aussi en cycle 2. Et pour aller un peu plus loin, l'offre de formation en alternance, excusez-moi, dépend de plus en plus aussi souvent de l'offre locale d'emploi. Et donc, le patronat local s'assure d'une main-d'œuvre qualifiée sur mesure, et ce, peu importe les volontés des jeunes et le besoin de développement aussi de la société et des régions. Et ce sont aujourd'hui les parcours professionnalisants dans leur ensemble qui sont guidés par les intérêts du patronat, et ce, dès le lycée, comme je le disais, dans les filières professionnelles. La tendance à l'augmentation aussi des stages non rémunérés chez les lycéens, presque tous mineurs, familiarise très tôt la jeunesse à l'exploitation en entreprise avant de poursuivre éventuellement dans des formations professionnelles du supérieur. Et parfois, les intérêts du capitalisme et des entreprises vont si loin que des formations sont complètement financées et sponsorisées par des grandes entreprises. Je pense par exemple à l'Orange Campus ou par exemple dernièrement à Créteil, il y avait eu une bataille contre l'ouverture d'une formation en apprentissage d'une boîte privée qui aurait utilisé les locaux, etc. Il y a eu une bataille là-dessus qui a été gagnée. Et ça illustre un peu les dérives de cette professionnalisation excessive et de l'intrusion un peu du privé dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les stages qui sont nécessaires, mais illustrent aussi cette professionnalisation, excusez-moi, de l'enseignement supérieur, puisque certes, ils permettent de se construire une expérience concrète, de découvrir un univers professionnel, et c'est nécessaire. Néanmoins, ça ne devrait pas être aux étudiants de s'adapter aux besoins et critères des entreprises, mais bien aux entreprises d'adapter leurs propositions en fonction des besoins pédagogiques et aux intérêts du service public et de l'enseignement. Les stages sont aujourd'hui une ressource trop importante de main-d'œuvre facile, peu chère, voire gratuite, alors qu'il y a un réel intérêt à ces temps en entreprise. Pour continuer à développer, je voudrais aller dans une autre sous-partie de ma présentation qui parle plutôt de l'université dans un système mondialisé, puisque le regroupement d'universités pour créer des grands pôles de compétitivité a aussi inscrit les facultés dans une dynamique de compétition nationale, mais aussi internationale. Et c'est à travers notamment la course aux grands classements internationaux comme celui de Shanghai que s'exprime cette compétition. À chaque fois que le classement de Shanghai sort, il y a toute une émulsion médiatique, politique autour de ça, alors que la réalité des conditions de travail et de vie, que ce soit du personnel du corps enseignant ou des personnels des universités et des étudiants, est tout autre. Et donc, afin de se classer toujours plus haut pour obtenir une gratification et une forme de validation dans ces classements, les minorités d'universités favorisées, qui reçoivent le plus de fonds, font le choix de se concentrer sur la recherche de pointe plutôt que d'utilité publique afin d'avoir des financements aux appels à projets
pour la recherche. Et nous obtenons donc une concurrence à 2 échelles, donc je disais nationale et internationale, puisqu'on a une compétition internationale avec les classements, mais aussi une compétition nationale pour la course au financement. Et j'ai anticipé sur la suite, elle est d'autant plus accrue donc, que des financements sont à l'issue de ces compétitions, à travers ce que je disais, les appels à projets lancés par le ministère, les grands pôles nationaux et les grands pôles nationaux comme par exemple Paris-Saclay entrent dans ces compétitions pour obtenir les financements. Et majoritairement, on le voit, ce sont les groupements d'universités qui obtiennent ces appels et ça creuse encore plus l'écart avec les autres universités. Et on voit donc que nous avons des universités à plusieurs vitesses avec des grands pôles d'universités et d'autres universités qui peinent à obtenir des financements et ce qui joue énormément par exemple sur la valeur des diplômes. Aujourd'hui, le diplôme n'a plus la même valeur en fonction de l'université où nous avons fait nos études. Dans cette dernière partie du constat, je voulais revenir sur la sélection et la précarité qui se mettent au service de l'accaparement des savoirs. Puisque, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, avec la mise en place de APB puis Parcoursup, et nous avons aussi e-candidat pour les masters et maintenant mon master, la dynamique de sélection à l'université, elle s'est organisée et elle s'est assumée. Cette sélection, basée sur des prérequis de sélection sociale, a limité la diffusion des savoirs en instaurant une formation à plusieurs vitesses. Celle-ci, elle s'exprime à travers des formations lésées, moins financées, et des formations très sélectives, obtenant des financements où les jeunes issus des CSP supérieurs sont surreprésentés. Et une seconde forme de... Excusez-moi. Et où, du coup, les jeunes issus des CSP+, sont surreprésentés, comme majoritairement dans l'enseignement supérieur, puisqu'on sait que les enfants issus des classes travailleuses vont beaucoup moins à l'université dans l'enseignement supérieur et vont plutôt vers des formations courtes, des bacs professionnels. Et une seconde forme, du coup, de sélection se joue au cours des études, pas forcément à l'entrée, mais pendant, avec les moyens et les conditions d'études qui varient très fortement en fonction de l'individu. La précarité étudiante, dont on entend beaucoup parler depuis la crise du Covid, a mis en lumière les inégalités entre les étudiants et les étudiantes durant les études. Et aujourd'hui, on le sait, on le répète, les systèmes de bourse et autres ne sont pas suffisants et ne sont pas à hauteur des enjeux et ne permettent pas aux étudiants et étudiantes les plus précaires de pouvoir poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. On a de plus en plus d'étudiants qui arrêtent leurs études en cours de route. Et on a un étudiant sur deux qui travaille. Et donc, il est difficile pour des étudiants et des étudiantes avec une solidarité familiale moindre de pouvoir poursuivre leurs études sans se préoccuper de leurs finances, dans leurs moyens de subsistance. Et ces difficultés financières donc poussent au salariat, c'est ce que je disais, et celui-ci est la première cause d'échec à l'université. Ces inégalités et cette précarité servent donc aussi de système de sélection, mais aussi de l'accaparement des savoirs par une minorité et par la bourgeoisie. Et les masters voulant faire un doctorat en sont par exemple en sont un bon exemple, puisque beaucoup choisissent de ne pas se lancer dans le 3e cycle par peur de ne pas obtenir de financement, d'être trop précaires pendant leur recherche et même après leur diplôme. Voilà pour cette partie constat, analyse. Et je vous propose que maintenant, on passe plutôt à quel rôle doit avoir l'université, l'enseignement supérieur dans la société, un peu selon notre vision et notamment ce qu'on a développé à l'UEC. Voilà.
Déjà, la première chose, c'est une université qui diffuse les savoirs au plus grand nombre. L'université, ça doit être un lieu de diffusion, mais aussi de création des savoirs, avec comme objectif de casser l'université à plusieurs vitesses dont je parlais, et l'accaparement et de casser l'accaparement des savoirs, afin que les enfants de la classe travailleuse puissent y avoir accès. Et aussi la démocratisation de l'université et le retour au cadrage national des diplômes doit permettre de briser le poids de la reproduction sociale très lourde aujourd'hui dans notre société. Mais on ne doit pas s'arrêter là. La formation doit certes être initiale dans un parcours d'études logiques, mais aussi tout au long de sa vie, puisqu'il est important de pouvoir garder un lien avec l'apprentissage de connaissances, la connaissance, et même lorsque l'individu est en emploi. Et bon, c'est le projet de la sécurité emploi-formation, de la CEF. Et il faut prendre la diffusion des savoirs au plus grand nombre comme un enjeu de service public, mais aussi d'intérêt national, puisque l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche ne doit pas se faire par les étudiants, mais bien par l'État, pour aller dans un sens d'élèvement général du niveau de connaissance de la société, comme le disait Sébastien juste avant d'ailleurs. Et c'est bien à l'État de faire l'investissement. Donc, au-delà de ça, l'université, ça doit être aussi un moment, ça doit être aussi une université émancipatrice. Et d'abord, émancipatrice par le savoir. Avoir des connaissances, savoir les utiliser, développer un esprit critique, ça permet de comprendre le monde, les dynamiques qui nous entourent et d'en être critique. Et même s'il existe d'autres biais pour développer ça, il n'y a pas que l'université, ça reste quand même un endroit et une période privilégiée pour les jeunes pour développer cela. Et nous le savons, les connaissances, ce sont des objets de pouvoir et de domination. Donc, permettre aux jeunes d'acquérir ces notions, c'est leur offrir la possibilité de s'affranchir des carcans auxquels ils peuvent être assujettis. Mais pas que émancipatrice par le savoir, ça doit d'autre part être aussi émancipatrice pour les étudiants et les étudiantes dans leur individualité. La période des études, elle est souvent synonyme de précarité, et donc il est urgent de sortir les étudiants et étudiantes de cette situation, incompatible avec le suivi optimal des études, puisque chacune et chacun doit pouvoir suivre son cursus de la même et de la meilleure façon, et de la meilleure des façons. Notamment, la sortie de la précarité des étudiants vise aussi à les autonomiser vis-à-vis de la solidarité familiale, puisque celle-ci est très injuste et inégale. Si celle-ci est aujourd'hui centrale dans les budgets des étudiants et des étudiantes, elle est donc trop inégalitaire pour être pérenne. Et donc, l'objectif doit être d'émanciper les jeunes de la sphère familiale et de leur permettre de développer leurs pratiques culturelles, sportives, sociales, propres, par une multitude de biais, que ce soit le revenu étudiant dont on parle beaucoup à l'UEC, mais aussi un vrai service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et des étudiants, un statut étudiant. Et donc, de plus, l'université, c'est pas seulement un lieu de formation à des connaissances et des compétences, c'est aussi un endroit de formation citoyenne. Et c'est en ça que les intérêts du privé ne sont pas compatibles avec les intérêts du service public universitaire. Et enfin, l'université, elle doit pouvoir être émancipatrice, pas que pour l'individu, mais pour la société dans son ensemble. Puisque dans la même dynamique de ce que j'ai évoqué juste avant, l'université, elle doit être vectrice d'émancipation pour la société dans son ensemble. En effet, puisque la diffusion du savoir et de la connaissance doit permettre la recréation du lien entre la science et la société qui s'est perdue au fil du temps. La crise de la Covid a été un parfait exemple, hein, quand on remet en doute la science dans ce qu'il y a de plus exact et plus sûr, on arrive à des gens qui refusent les vaccins, etc., même les vaccins qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, on a besoin de recréer ce lien et l'université doit être centrale là-dedans.
aussi, c'est permettre à chacune et chacun d'accéder à une formation de qualité et d'intérêt public tout au long de sa vie. C'est s'assurer donc de la hausse générale du niveau de connaissance. Et l'université et particulièrement la recherche sont en réalité donc une réponse à tout ça. Et pour se prémunir aussi des crises écologiques, sanitaires, économiques que nous pouvons rencontrer. C'est en permettant l'accès à l'enseignement supérieur, en permettant aux populations de faire des études, de pouvoir aller dans des métiers innovants, qu'on pourra répondre aux crises que nous vivons aujourd'hui. Voilà. J'en ai fini pour mon exposé. Voilà, pour préciser, tout ça, ça a été, j'ai repris en très très grande partie ce qui a été développé par le collectif national de l'UEC qui mène un peu un travail de réflexion sur ce qu'on porte et l'analyse qu'on peut faire de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc tout ça ne sort pas seulement de mon cerveau à moi, mais d'un cerveau plus collectif. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à compléter et des questions à me poser. Ça ne pourra faire qu'enrichir ce travail. Merci Léna pour ta contribution. Et donc, ben, je vais passer la parole à Renaud qui va amorcer, je dirais, l'échange sur ta contribution. Ok. Ben, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, bon, j'essaye d'être bref. Je dis quand même deux mots pour me présenter parce que je suis ravi d'être là, particulièrement pour un exposé sur ce sujet. Bon, je suis professeur de mathématiques à l'université de Bordeaux depuis un certain temps. Tous les enjeux de la massification, je les ai connus, expérimentés avec des rôles successifs, hein, parce que moi j'ai passé le baccalauréat en 1986, donc c'était en quelque sorte le début de ce qu'on a appelé la massification. Et puis surtout, j'ai commencé à enseigner à l'université au tout début des années 90. Donc bon, j'ai traversé toute cette période, hein, donc j'ai un regard personnel là-dessus. Euh, et donc, d'entrée, je voudrais dire que globalement, j'étais très en phase avec à peu près tout ce que vous avez dit dans la première partie de votre exposé, hein, sur l'historique et les constats. Donc, vous avez fait un bilan que je trouve très riche, hein, parce que vous avez. Alors, je suis pas en train de donner une appréciation parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression de repasser votre master. Non, c'est pas ça. Mais je souligne quand même que vous avez fait un bilan qui était très riche parce qu'il abordait différents aspects du problème, hein, dont on sait qu'il est complexe. Alors, je veux quand même, parce que c'est un peu mon rôle, faire deux petits bémols. Euh, Vous avez insisté à juste titre sur les risques que font peser bah, le tournant, disons, libéral qu'on a connu avec la LRU. Et en particulier, vous avez employé un terme alors que je vais avoir du mal à prononcer, mais que j'aime bien, le problème de la compétentiarisation, si j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Alors ça, c'est très vrai, c'est quelque chose que j'observe moi-même dans ma pratique et que je déplore. Euh, et en particulier le conflit, entre guillemets, entre les compétences et les connaissances, et les premières ayant pris le dessus sur les secondes, y compris et surtout dans la façon dont on envisage maintenant, y compris tout ce qui est rédaction de programmes, d'enseignement, maquettes, de licences, de master, l'approche par compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant pour le professionnel de l'enseignement supérieur que je suis. Mais néanmoins, je n'irai pas jusqu'à dénoncer globalement ce souci de professionnalisation de l'enseignement supérieur qu'on a connu dans les 20 dernières années, je dirais, parce que ça, je trouve que ça a quand même des aspects positifs par rapport à la période précédente. euh, Période précédente qui était marquée par un contexte très différent, hein. Mais
un contexte très différent en termes en particulier de pression sur le marché de l'emploi, hein. Bien entendu, c'est pas la même chose de réfléchir aux enjeux de l'université dans un contexte de plein emploi que dans un contexte de chômage de masse comme on l'a connu, parallèlement à la massification de la fin du début des années 90. Donc, personnellement, je trouve que globalement, c'est quand même bien, disons pour dire très, très vite, c'est quand même bien qu'on ait intégré aujourd'hui de façon systématique dans nos réflexions le souci de l'insertion professionnelle. Voilà. Par contre, il ne faut pas, et là je suis complètement d'accord avec vous, il ne faut pas que ça devienne l'alpha et l'oméga et que ça pilote les décisions et les orientations qu'on donne à nos formations. Ça, on est, on est complètement d'accord. Et de façon très prosaïque, moi, ce que j'ai à déplorer, alors moi, je ne suis pas dans une discipline qui est forcément très, très touchée par ça, mais elle l'est quand même. Au minimum, ce que je déplore, c'est que nos maquettes, par exemple, sont aujourd'hui complètement polluées par tout un tas d'unités d'enseignement, de professionnalisation, de préparation aux projets professionnels, bon, dont le contenu est parfois discutable et qui, au minimum, au minimum, le temps que les étudiants passent à faire ça, ils ne le passent pas à faire des choses que je considère, moi, plus intelligentes, plus pertinentes, disons. Euh, voilà. Donc, alors, euh, il y a le deuxième bémol qui est plus important, puis après, je reviendrai aux questions, mais le deuxième bémol, c'est sur la façon dont vous avez présenté la problématique de la sélection. Parce que là, donc là, il y a un conflit qui me traverse moi-même, je veux dire, entre les principes et puis la réalité, et puis surtout sur quelques idées fausses qu'on peut avoir parfois sur la sélection. J'entends parfois certains politiques proposer des solutions simples consistant à dire ben, on va supprimer Parcoursup. Alors moi, je vous dis, en tant que professionnel de l'enseignement supérieur, si demain on supprime Parcoursup et qu'on ne le remplace par rien, on va être dans une difficulté énorme. Alors Parcoursup, il a plein de défauts, de même que son prédécesseur APB, mais néanmoins, qui est un outil national de centralisation des vœux des étudiants, en soi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et cet outil, je précise, ce n'est pas forcément un outil de sélection. C'est un outil qui sert aussi à pouvoir faire de la prospective, de savoir où est-ce qu'on a besoin de mettre des moyens, où est-ce que les étudiants se dirigent. Voilà. Donc, moi, je suis un peu moins sévère que vous sur Parcoursup, en gros, même si l'algorithme est certainement perfectible. Et en revanche, mais ça, vous l'avez souligné aussi, donc j'ai envie de dire, et là, je vous demanderai de réagir à ça, mais Parcoursup, c'est un problème, mais c'est un problème secondaire, je pense. Le vrai problème, c'est le problème de la précarité étudiante. C'est le problème des moyens et des conditions d'études et c'est ça qui, pour moi, est vraiment créateur d'inégalités. Ce n'est pas tellement la mécanique de sélection, entre guillemets, c'est la mécanique de sélection sournoise qui se met en place une fois que les étudiants sont dans les universités, par le biais de moyens d'existence, pour certains, et on l'a découvert à l'occasion de la Covid, de moyens complètement déplorables. Et certaines personnes dans mon entourage ont découvert ce problème à l'occasion de la Covid. Et là, effectivement, se met en place une sélection impitoyable qui broie les plus faibles économiquement. Donc, pour moi j'aimerais que les organisations politiques de gauche évoluent dans ce sens-là, c'est-à-dire à mettre en avant d'abord le problème de la précarité. Et je prétends que si on résolvait le problème de la précarité, le problème de la sélection et des instruments qu'on met en œuvre pour cette sélection, il s'atténuerait assez fortement. Alors, je ne sais pas, je peux peut-être vous demander de réagir à ça. Avant de vous demander de réagir, j'ajoute une dernière chose sur ce registre. Il y a une chose qui est étrangement absente de votre exposé,
et qui, moi, est une préoccupation de toujours dans mon expérience de l'enseignement supérieur. Alors ça, là, pour le coup, c'est sans doute assez marqué par la discipline dans laquelle j'évolue, c'est qu'il y a une autre inégalité, et là qui est propre à la France, c'est l'inégalité entre le système classe préparatoire grandes écoles d'un côté et université de l'autre. Et ça, c'est un débat qui a un peu disparu de la discussion, mais qui reste et qui même est peut-être plus que jamais présent. Si vous allez vous balader sur les campus de certaines écoles très, très prestigieuses et que vous comparez ça au quotidien des étudiants d'une université lambda, il y a un constat qui est extrêmement dérangeant. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous, vous réagissez à ça. Je peux? Oui, bien sûr, excusez-moi. Oui, j'étais un peu... Parfait. Euh, sur deux choses, et je vais commencer par Parcoursup, Oui. parce que nous, c'est quelque chose et que vraiment, Parcoursup, on le dénonce, puisqu'il y a des critères de sélection. Alors, l'algorithme, certes, est assez opaque et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais par contre, il y a dans les choses à remplir, dans Parcoursup, des critères qui sont de sélection et discriminatoires. Par exemple, le lycée d'origine, mais pas que. Par exemple, quand on demande à des élèves de faire un CV et une lettre de motivation, Oui. tous les élèves n'ont pas les codes et n'ont pas des personnes à la maison pour aider à écrire des lettres de motivation et des CV. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, les spécialités choisies, ça aussi, c'est pas neutre. Ça influence sur l'ensemble du parcours et notamment dans Parcoursup. Et la dernière chose aussi, dans les critères un peu de sélection que je vois, c'est les activités extrascolaires, les engagements qu'on dit citoyens, etc. Il y a un critère, il y a ce critère-là qui est extrêmement discriminatoire socialement, puisque là encore, les enfants issus des familles les plus précaires n'ont pas Oui. la possibilité d'apprendre des langues à la maison, de jouer d'un instrument, de faire du sport. Et l'engagement citoyen dans des associations, c'est bien la dernière des préoccupations. Oui. Euh, et et là, je parlais d'expérience personnelle. J'ai pu, dans, pendant mes études, faire un stage à la Courneuve, dont une ville dont le taux de pauvreté est 3 fois supérieur ou 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Les lycéens, à 16 ans, sur leur temps libre, ils bossent pour aider leur famille. Oui. Et ça, c'est des choses dans Parcoursup qui sont des critères de sélection sociale, en fait. Oui. Euh, donc Parcoursup, ça peut pas être juste un outil, et ça ne l'est pas, de répartition des élèves sur le territoire ou de connaissance un peu des jauges qu'il peut y avoir, etc., quoi. C'est Alors, pas un outil qui est neutre. non, alors, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, hein. Alors, je me suis sans doute mal exprimé. Mm. Bon, et parmi les points que vous avez soulignés, il y en a certains dont j'avais pleinement conscience. Donc, effectivement, Parcoursup, dans son fonctionnement actuel, est un outil enfin, de discrimination. Et pour les raisons que vous avez soulignées fort justement, hein. En particulier, enfin, entre autres, hein, la lettre de motivation, effectivement, ça, c'est... et puis tout ce que vous avez dit sur l'engagement citoyen, les activités extrascolaires, ça, effectivement, c'est certainement pas neutre. Donc, ça, je suis d'accord avec vous à 100%. Mais pour autant, je veux dire, ce sont des défauts de fonctionnement de Parcoursup, mais pour autant, enfin, je veux dire, c'est pas la fonction, c'est pas la fonction première de Parcoursup. On pourrait très bien imaginer un Parcoursup débarrassé de ces, de ces aspects-là, hein. On pourrait fixer un cahier des charges à Parcoursup, hein, enfin, ou à son successeur, dans lequel justement on aurait à cœur de gommer toutes ces rubriques qui ont un effet discriminant. La seule chose que je voulais dire, c'est que
enfin, la massification, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout d'un coup, il faut gérer une masse d'étudiants très importante et ça pose des problèmes techniques qu'on peut pas régler d'un revers de la main en disant bah, laissons les gens aller où ils veulent et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, il faut quand même pouvoir comment dire, encadrer tout ça. Donc, qu'il y ait j'insiste, qu'il y ait un outil national pour au minimum enregistrer les vœux des étudiants, ça me paraît plutôt une bonne chose. Et puis en plus, ça permet de mettre le doigt sur le grand ratage de la massification. C'est que faisant ce recensement, disons, des vœux, eh bien, on constate quoi? Bah, l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et c'est le grand ratage de la massification, parce que la massification, ça a été un discours, ça a été un discours, justement, un discours velléitaire avec lequel moi j'étais complètement en phase et je reste complètement en phase. Je pense que c'est un des derniers champs où la politique peut faire des choses, hein, l'éducation et l'enseignement. Donc il ne faut certainement pas abandonner ce terrain-là. Mais ça n'a été qu'un discours. On n'a jamais mis les moyens qui auraient été nécessaires à l'accomplissement de cette massification. C'est ça qu'il faut dire. Et ça rejoint ce que je disais quand je disais qu'à mon avis, le problème premier, c'est la précarité des étudiants et le manque de moyens. Avant, si vous voulez, le problème un peu idéologique et un peu le totem qu'on agite à tout bout de champ de la sélection, bon, on a raison d'être vigilant là-dessus, surtout quand la sélection, comme vous l'avez souligné, ça devient et avant tout une sélection sociale. Donc, il faut rester très vigilant là-dessus. Mais moi, je maintiens que le premier problème, c'est l'absence de moyens. Euh, si on accueille tout d'un coup un nombre d'étudiants bien plus important que dans la période précédente, bah, il faut que l'évolution des moyens alloués à l'enseignement supérieur suive une progression parallèle, ce qui n'a pas été le cas. Et puis, deux, la question des moyens de subsistance, la question très prosaïque hein, des moyens de subsistance des étudiants, pour lesquels la France est vraiment à la traîne et développe un discours un peu hypocrite. Là, je fais une parenthèse. Donc moi, dans le cadre de mon métier, je voyage beaucoup, enfin, je voyageais beaucoup, disons, dans pas mal de pays. Et alors, on se réjouit toujours, on fait un peu les malins en disant, en se réjouissant de notre enseignement supérieur gratuit et puis en l'opposant au modèle américain ou anglo-saxon payant. Alors, effectivement, il y a un fossé entre le coût des études aux États-Unis et le coût des études en France pour lequel il y a encore un peu de marge avant qu'on les rattrape. Mais néanmoins, on oublie de dire que dans le système anglo-saxon, le coût des études, certes prohibitif, il couvre aussi une partie du coût de la vie des étudiants. Dans le système français, qui est soi-disant gratuit, on oublie que la vie, le coût de la vie au jour le jour, elle est complètement laissée à la charge des étudiants. Et si vous voulez, ça va un peu plus loin que ça. Quand on se focalise sur la question des droits d'inscription, euh, bon, on a raison de surveiller l'augmentation des droits d'inscription, mais en réalité, ce qui pèse le plus lourd et de loin sur le budget d'un étudiant, c'est certainement pas les droits d'inscription, c'est tout le reste. Donc, c'est Le sur tout loyer. le reste qu'il faut se concentrer. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais voilà. C'est le loyer qui pèse le plus C'est sur le le loyer. portefeuille. Mm. Et donc là, il y a un vrai sujet, le logement étudiant. Mm. Alors, vous avez évoqué dans les pistes proposées par l'UEC un certain nombre de choses. Vous avez parlé du revenu minimum étudiant. Ouais. Alors, voilà un sujet aussi bon, qui revient parfois dans les débats, qui disparaît. Alors, qui est un peu revenu, alors pas sous la forme du revenu minimum étudiant, sous une forme un peu différente et sans doute discutable dans une proposition récente d'Olivier Faure, hein, qui a publié Qui un va petit... revenir la semaine prochaine au Sénat Voilà, par une proposition de loi des écolos sur voilà, un revenu universel étudiant. voilà. Et alors, personnellement, moi, je me réjouis que ces propositions émergent à nouveau, mais je me désole de voir que à chaque fois, ces propositions reçoivent un accueil, comment dire, pas à la hauteur de ce qu'ils mériteraient, voire même reçoivent, alors on est habitué, mais
mais c'est quand même dérangeant. Ces propositions, alors je pense là à la proposition d'Olivier Faure, là, parce que j'ai suivi ça. Bon, cette proposition a reçu un accueil un peu sarcastique, y compris dans des hebdomadaires classés à gauche. Donc ça me désole un peu. On peut penser ce qu'on veut de ce qui est proposé. Techniquement, il y a sans doute plein de choses discutables et pas uniquement techniquement, mais si vous voulez, accueillir par principe, par le sarcasme, la proposition d'un revenu minimum étudiant. Alors quand ça vient de la droite traditionnelle, bon, ça me dérange, mais ça ne me surprend pas. Mais quand ça vient de la gauche, ça me dérange, vraiment. Donc je crois qu'il faut vraiment que la gauche, dans toutes ses composantes, prenne ce problème à bras-le-corps et s'engage dans des réflexions qui soient de cette nature-là. Revenu minimum étudiant, ou enfin, ça peut prendre des formes différentes, mais revenu minimum étudiant, problème du logement des étudiants, pour moi, c'est la clé. Si on ne s'attaque pas à ça, on ne s'attaque à rien. Tout à fait. Bah, c'est les deux grandes campagnes depuis Oui, aussi. oui. C'est revenu étudiant et logement avec la construction de nouvelles cités universitaires, l'encadrement des loyers, etc., quoi. Et juste, je voulais revenir sur les financements, la différence entre les grandes écoles, les classes prépa et les universités. C'est vrai que c'est quelque chose qui était absent, mais c'est quelque chose qu'on développe aussi. Euh, Parce qu'on le voit dans le financement de l'enseignement supérieur, les financements stagnent, puisqu'on a une augmentation du nombre d'étudiants et une légère augmentation du financement. Et on voit du coup, ce que vous disiez, une grande différence dans les financements par élève entre si l'étudiant est en classe prépa ou à l'université. Et c'est encore plus flagrant sur les différences de financement par étudiant si on fait si on divise en genre, les femmes vont recevoir un financement par tête beaucoup plus faible que les hommes, puisqu'elles sont dans des filières qui sont beaucoup moins financées, les lettres, les arts, le soin à la personne, etc. Mais alors, cette question, je crois, elle est pas du tout périphérique, euh, mais elle a du mal à émerger dans les discours politiques bah, pour des raisons assez prosaïques et que tout le monde connaît. C'est que ben, le personnel politique, pour partie, il a été formé par ce système des classes préparatoires et des grandes écoles, et donc ça lui est un peu plus difficile Mm. de le remettre en cause. Alors, bon, vous êtes trop jeune pour connaître ça, mais moi, j'ai souvenir d'une citation célèbre de quelqu'un, bon, par ailleurs, pour lequel j'avais pas mal de sympathie, qui était l'ancien Premier ministre Michel Rocard, qui, interrogé sur l'université, avait répondu avec humour, une forme d'humour qu'on peut contester. Ah, l'université, moi, je ne connais pas, j'ai jamais mis les pieds. Voilà. Donc, tout est dit. Euh, tout est dit. Je rappelle aussi, et là, c'est encore plus ancien, que dans le programme de l'Union de la gauche, enfin non, alors, je crois que dans le programme, c'est pas le programme de l'Union de la gauche, je crois que dans le programme de François Mitterrand en 1981, la suppression des classes préparatoires figurait dans le programme. Alors évidemment, ça fait partie des premières mesures qui ont disparu, hein. Mais pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est que bah, les élites, alors j'aime pas ce mot, hein, mais c'est comme c'est le terme consacré, mais les élites, mais de tous ordres, hein, les élites économiques, mais aussi les élites culturelles, les élites politiques, sont toutes, pas toutes, hein, mais sont assez massivement passées par ce système et ont Ou du mal par à le le privé. remettre en cause. Ont du mal à le remettre en cause et ont surtout du mal avec le fait, qui est un constat sociologique indiscutable, que ce système, qui a sans doute de grandes vertus, qui est pas non plus, enfin, moi je ne veux pas le diaboliser, ce système, mais ce système, quoi qu'on dise, socialement, il est extrêmement inégalitaire. Enfin, je veux dire, les études qu'on peut faire là-dessus, elles sont faciles à faire, elles sont indiscutables. Donc le mythe, si vous voulez, de la méritocratie parfaite que représenterait l'école normale supérieure, par exemple, hein, alors, mythe qui est alimenté par quelques personnalités singulières, hein, Pierre Bourdieu, ou de l'autre côté de l'échiquier politique, l'ancien président Georges Pompidou, tous les deux issus de milieux effectivement extrêmement populaires, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, comme chacun sait. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas un truc anecdotique, c'est aussi une illustration des blocages
non pas du système, mais je dirais du débat en France sur les questions universitaires. Le débat est bloqué par des présupposés et enfin, c'est pas des présupposés, c'est des sujets tabous en quelque sorte. Alors, pas tabou au point qu'on n'ait pas le droit d'en parler. On a le droit d'en parler, mais c'est cause toujours. On en parle et puis on oublie. Et alors, c'est moins important que les sujets qu'on a abordés précédemment, hein. Je pense que si vous voulez, si on avait une université qui offre des moyens de subsistance décents à toutes les universités, la question des classes préparatoires et des grandes écoles deviendrait très secondaire. Mais c'est lié en même temps, hein. C'est clair que l'argent qu'on met dans les classes préparatoires et les grandes écoles, on ne les met pas dans l'université. On ne le met pas dans l'université. Voilà. Dernière chose, bon, je mobilise un peu le temps de parole. Il y a une illustration de ça qui moi, m'a révolté dans la période récente. C'est ce qu'on a vécu au moment du Covid, où on avait fermé toutes les universités, mais on avait laissé les classes préparatoires ouvertes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Ça c'est quelque chose que je ne suis pas sûr que c'est tellement frappé l'opinion, mais là, c'est une illustration parfaite de ça. Si vous voulez, et dans le même temps, on disait que l'enseignement à distance, ça marchait très bien, qu'il n'y avait pas de problème. Ça marchait tellement bien qu'on avait laissé les classes du lycée Louis-le-Grand ouvertes. Si vous voulez, donc bon, voilà. Tu veux réagir, Léna, ou... Alors, bon, j'ai fait le tour des premiers retours. Alors, je ne sais pas s'il y a Voilà, s'il y a des questions. Est-ce que il y a d'autres interventions. Michel, Ah si, juste peut-être sur Oui, Parcoursup et sur oui, la sélection. oui, Je pense que en fait, tout ça doit s'accompagner quand même d'un vrai service de l'orientation pour les élèves absolument, de lycée. absolument. Aujourd'hui, ça se réduit à peau de chagrin Oui, et les élèves qui sont issus des familles les plus aisées font de plus en plus appel, par exemple, à des services privés de oui, oui. l'orientation. Non, non, mais Euh, ça, c'est des dérives inacceptables, effectivement, imputables à Parcoursup. Il y a une autre chose qui est très dérangeant, qu'on peut imputer à Parcoursup en amont. Et ça, je répète, ça n'est pas non plus une fatalité, mais c'est effectivement ce qui se passe, c'est que en amont, ça a créé une pression psychologique très forte et difficilement supportable pour certains sur les élèves dès la première. C'est-à-dire que dès la première, on a des adolescents qui sont mis sous pression, à mon avis, tout à fait inutilement, par rapport à la perspective de Parcoursup, de cette espèce de machine infernale. Donc tout ça, moi, je le dénonce sans problème. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que il faut, à mon sens, on a besoin d'un outil comme ça quand même. Il faut le débarrasser de tous ces défauts discriminants. Mais on en a besoin, je pense, quand même, ne serait-ce que pour avoir des constats sérieux sur la situation, sur les besoins à mettre en face de la demande. Je pense que cet outil euh, peut être utile. Moi, j'ai Ouais. juste une petite remarque. Comment dire, mais c'est plus dans le constat et qui va forcément rejaillir sur les décisions à prendre pour Ouais. transformer le rapport qu'a l'université à la société. Euh, Il y a une des branches nouvelles, une des missions nouvelles, hein. Au passage, si on fait le constat, on est passé de 3 missions fondamentales à 9 mm, dans les 10 dernières années. C'est-à-dire des obligations sans moyens nouveaux, hein, évidemment, un moyen constant, tout ça. Ouais. Et en n'ayant pas répondu aux questions que Renaud a évoquées, que Léna a évoquées tout à l'heure. Donc, ça veut dire que nos collègues, ils ont mouillé la chemise, y Ah compris oui. pour répondre à toutes ces nouvelles missions. C'est quelque chose que j'ai toujours salué parce que ça a toujours, pour moi, été hyper surprenant. Alors qu'on nous présente toujours les fonctionnaires et Oui, les universitaires comme des gens hors de la oui. société. Bon. Mais pour revenir à une question qui me préoccupe beaucoup, euh, comment dire, la fonction d'aiguillage, ce qui est, de mon point de vue, encore plus terrible que ce que tu as évoqué en termes de régulation des flux, je l'entends, mais ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c'est qu'on fige le paysage universitaire aux moyens existants, et ça depuis Oui. plusieurs années, et qu'on adapte les flux de formation et les moyens existants, je dirais, à cette situation, et en disant, ben, de toute façon, on peut plus recevoir plus Oui. d'étudiants qu'on en avait, on peut plus faire appel, je dirais, à l'innovation des contenus
ou à la construction de nouvelles filières correspondant à des besoins nouveaux en termes de finalité sociale, hein, ou de, tu vois, et là, je dis qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, enfin, qu'on arrive à faire, à bousculer, qui passera pas seulement par la pression politique au sens externe de l'université, mais par nous en interne, notre capacité à revenir justement sur les missions fondamentales que l'on considère comme étant essentielles et le rôle que l'université doit jouer dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà, mais tu vois, ça c'est un des aspects qui me choque le plus, et alors lié à des politiques évidemment austéritaires depuis plus de 10 ans, 20 ans, enfin je veux dire, il y a eu une période à un moment donné où on a ouvert un peu les portes en termes budgétaires, mais ça s'est très très vite refermé. Et là, depuis 10 ans, avec Sarkozy, alors qui lui a été l'initiateur de la politique des pôles de compétitivité et du projet ensuite de regroupement et de ces grandes universités, bon, on n'en a pas trop parlé, mais moi j'ai une vision partagée, tu le sais, sur ça. Je veux dire que l'expérience a montré qu'il y avait des effets extrêmement contradictoires et que ça pouvait aussi nous obliger, ça nous a obligés en tant que communauté à avoir à nous préoccuper de choses qui finalement ne nous intéressaient entre guillemets pas trop ou sur lesquelles on n'avait pas le sentiment de pouvoir agir. Mais c'est un autre débat, on ne va pas le mener maintenant. Mais je veux dire, voilà, et moi ce qui m'importe le plus, c'est ça. On est en train de tuer la créativité, parce qu'on parlait tout à l'heure de création de connaissances et tout ça, on est en train de tuer la créativité dans nos établissements en resserrant toute possibilité d'imagination. En clair, maintenant, je ne sais pas comment tu le vis, toi, dans ta discipline, mais c'est quand même une question. Bah, enfin, moi, je reviens sur quelque chose qui a été mis en avant par Léna et que j'ai souligné aussi, c'est tout est dans cette approche compétence versus connaissance, Ouais. et y compris ce que tu disais précédemment est lié à ça aussi. Euh, et la gestion des flux d'étudiants est aussi très marquée par ce débat-là. Il est clair que si la finalité, c'est uniquement l'insertion professionnelle, donc j'ai dit tout à l'heure que c'était important de s'en soucier, mais si c'est ça qui pilote, y compris la gestion des flux, alors c'est, dans cette vision-là de l'université, moi, je ne m'inscris pas dans cette vision-là. Et en particulier, pour reprendre l'intitulé de cette intervention, si on se soucie de la vocation émancipatrice de l'université, pour moi, l'émancipation, c'est l'émancipation par l'accès à la connaissance et pas par l'accès aux compétences. Donc, c'est évidemment ce débat-là qu'il faut poser. Et évidemment, selon de quel côté on bascule, si on est plus, alors je reprends ces termes que je n'ai pas choisis, hein, mais si on est plus du côté connaissance que du côté compétence, bah, on n'a pas la même gestion des flux étudiants, ça serait clair. Mais il faut que ce débat soit posé. Mais je répète, j'insiste, ça ne dispense pas d'avoir un outil pour quand même gérer ces flux qui sont considérables. Et je le dis de façon, comment dire, très, très terre à terre, parce que moi, en tant que professionnel dans le sciences supérieures, moi, je suis confronté à cette gestion des flux. Et je vous assure que, y compris, on a évoqué mon master, qui est une nouveauté, par certains aspects, est pire que Parcoursup. Oui, parce que, alors, là, au niveau, alors, peut-être pas pire au niveau de la discrimination, mais au niveau, comment dire, du fonctionnement Rupture. comment dire, erratique, là, on a connu des choses. C'est de l'aiguillage. Oui, oui. Et donc, mais je vous assure que gérer des flux d'étudiants, c'est pas la même chose quand on est dans une université élitiste des années 50 et quand on est dans l'université d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. Et donc, on peut pas le faire sans outils. Et j'insiste beaucoup quand même que les discours, alors c'est pas les discours que tiennent les étudiants communistes, c'est pas ce que je tiens, mais on les entend quand même un peu dans certaines bouches à gauche, qui consistent à dire, allez, supprimons Parcoursup et tout ira bien. Ça, bon, c'est sympathique, mais c'est faux. Voilà. Le dernier mot, Lénard, avant qu'on se sépare. Oui. Euh, Que dire? J'ai déjà dit beaucoup de choses. Non, mais je reprends juste mes esprits. Euh, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je pense que, en fait, ce qu'il faut
voir et ce qu'il faudrait faire comprendre, parce que je pense qu'ensemble, nous sommes bien d'accord, mais c'est que l'accès à l'enseignement supérieur, pouvoir suivre des études, ce n'est pas simplement un enjeu d'individu. Et ça, je le répète beaucoup depuis que j'ai pris ce mandat, depuis qu'on m'a donné ce mandat. C'est une affaire aussi de société. Et aujourd'hui, on fait face à beaucoup de défis climatiques, etc., économiques, et on a besoin d'une jeunesse qui soit la mieux formée pour les former ensuite à des métiers qui puissent répondre à tout ça. J'ai conclu un peu tout à l'heure sur ça, mais je voudrais un peu remettre une couche parce que ça me semble vraiment essentiel. Et la formation au poste, vraiment dans l'entreprise, elle doit pouvoir se faire au moment de l'entrée dans cette entreprise. L'université doit pouvoir former au métier, à des connaissances, à aussi un peu de compétences peut-être, par des stages. À une Mais en tout cas, qualification, on va dire. Ça, c'est bien. mais en tout cas, la formation au poste, à la responsabilité, à des pratiques, voilà, elle doit pouvoir se faire directement dans l'entreprise ou dans le service public. Et c'est le principe du pré-recrutement, par exemple. Absolument. Mhm. Voilà. Tout à fait. Mais Je écoute, conclurai sur le pré-recrutement. merci beaucoup Merci. pour tous ces Merci à éléments. vous pour Merci cette à Renaud. invitation. Et écoute, à très bientôt, à une prochaine pour ce qui nous Oui, à concerne. bientôt. Au revoir. Au Au revoir et revoir. bonne journée. Bonne journée.